Bien, bonjour, nous sommes en direct presque pile à l'heure. On a eu des petits soucis techniques, mais tout va bien. Donc, je reçois aujourd'hui, moi je suis en direct de New York et je reçois le sud de la France. J'ai mis des couleurs pour vous en l'honneur du sud de la France, puisque Mona est du côté de Montpellier et Alain du côté de Toulon. Et donc, ce sont mes invités aujourd'hui de cette émission Rencontre des auteurs francophones. Bonjour à vous deux, je suis ravie de vous Bonjour avoir. Sandrine, bonjour. Nous aussi, on est Sandrine, contents. nous aussi, Alors, on est heureux. je suis ravie de vous avoir parce que, comme le spécifiait l'intitulé de l'émission, c'est une spéciale passeur de mots. Vous maniez tous les deux les mots et la langue française avec un vrai bonheur, donc c'est un plaisir de vous lire. Chaque mot, chaque phrase a un sens. Et c'est d'ailleurs ce qui réunit un peu les auteurs des éditions La Trace. On en parlera un petit peu plus loin dans l'émission. Alors, habituellement, quand je prépare une émission, je vais voir les interviews, je lis plein de choses. Et là, j'avais pas envie. J'avais pas envie, j'avais besoin de me laisser porter un peu par vous. C'est un peu comme quand je lis vos livres, donc j'avais envie que cette émission, elle se fasse comme ça, comme une discussion ininterrompue. Et donc voilà, je suis ravie de vous avoir quelques mots sur vous deux avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Mona, vous êtes professeure de lettres dans la jolie cité de Montpellier. Vous êtes née en Côte d'Ivoire, vous avez enseigné 10 ans à Beyrouth. En 94, vous prenez la plume pour la première fois, mais c'est surtout ces dernières années que vous allez écrire avec assiduité. 6 romans à votre actif, si je ne dis pas de bêtises, mais aussi de nombreuses participations à des projets collectifs et des ouvrages de non-fiction, dont un qui est dédié à Dante, par exemple. Et puis l'actualité brûlante dont on va parler, évidemment, c'est la sortie d'un livre demain en France, et puis du coup ici, aux États-Unis, c'est Amine. Alain, vous avez en commun avec Mona d'avoir eu plusieurs vies. De maîtrise de lettres moderne à Aix, dans la jolie ville d'Aix que j'aime tant. Et puis, vous avez fait un peu tous les métiers, alors certains pour payer les factures et puis d'autres par altruisme. Et après moult métiers, vous voilà fasciné par les objets d'art de collection qui vous emmènent ensuite à créer des spectacles autour de ces objets qui vous parlent. La suite, mais bien plus familière, 25 livres à votre actif, si je ne me trompe pas, des pièces de théâtre, des prix littéraires. On va parler de tout ça. D'abord, les mots, puisque c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui, les mots. Tous les deux, vous écrivez beaucoup. Les billets d'Alain, on les retrouve dans le blog. Mona aussi, beaucoup de poèmes. On a l'impression que chez vous, les mots surgissent un peu par nécessité. Il y a un besoin viscéral d'écrire, Mona. Est-ce que c'est le cas? C'est même une relation, je dirais, charnelle. Ce sont les plus fidèles compagnons que j'ai pu avoir. Et c'est une manière aussi de trouver de l'ordre dans le désordre. C'est une inspiration, c'est une respiration. Et les mots sont une recréation perpétuelle. Je pense que c'est ce qui fait de nous des êtres humains, c'est le langage, c'est cette particularité que nous avons à utiliser les mots, alors de manière poétique, et on touche à quelque chose d'ineffable, cette partie cachée du langage. On a cette chance, et d'autres s'en serviront comme des armes, puisque nous le savons, un mot peut tuer, tout comme un mot peut faire renaître ou recréer un monde. Donc oui, les mots sont importants. Je crois que je suis persuadée que nous sommes une calebasse, une marmite emplie de mots qui sont en ébullition permanente et auxquels on fait appel parce qu'on sait qu'ils ne vont pas nous décevoir. Ils seront là pour porter nos voix bien au-delà de la vie, une manière de laisser des traces. Donc là, je vois le sourire de notre éditeur aux éditions La Trace, puisque nous laissons des traces à travers nos écrits et il permet aussi à nos mots, à nos écrits de perdurer, de traverser aussi les océans, grâce à vous, Sandrine. Et c'est fabuleux, quoi. C'est un monde d'une richesse infinie. Il y aura de la vie tant qu'il y aura des mots, dans J'avais cette promis que cette vie ou émission, dans d'autres vies. j'avais promis que l'émission serait l'émission des mots. Je crois que vous nous en avez donné nombre de mots là pour commencer l'émission. C'est magnifique. En vérité, on a envie de presque décortiquer chacune des phrases que vous avez dit. Et il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée, Mona. Vous avez parlé que les mots
pouvez porter des cris, vous pouvez porter toute la beauté du monde, mais aussi la violence. Et donc, comme vous êtes enseignante, ça m'a aussi fait penser à Samuel Paty qui a subi la violence des mots. Pour avoir dit des mots. Et pour avoir dit des mots. Assassiné pour avoir employé certains mots dont le message était non acceptable par une certaine catégorie de personnes et d'individus. On meurt pour ces mots tous les jours dans le monde. Les journalistes meurent pour leurs mots. Charlie, ce sont des caricatures, mais ce sont aussi des mots, puisqu'une caricature est un message qui contient des mots aussi. Alain, même question pour vous, ce besoin viscéral de vous lever le matin et d'utiliser les mots, de les mettre sur papier. Écoutez, se lever le matin, c'est déjà être vivant, c'est pas mal, non? C'est bien. Bon, voilà, donc non, j'entends bien tout ce que vous dites, bien sûr. Mais pour moi, si vous voulez, je me souviens toujours d'une phrase du Tao que je trouve extraordinaire qui dit le nom qui se peut prononcer n'est pas le nom qui fut toujours. Autrement dit, je suis plutôt en quête, en ce qui me concerne, d'un mot originel, si vous voulez, qui ne serait pas le bavardage que nous pratiquons d'ailleurs un peu tous à tort et à travers. Parce que je pense réellement que, bon, c'est un grand classique, au début était le verbe évidemment, mais qu'il y a un verbe créateur. Et ça, c'est véritablement la poésie qui nous l'amène. C'est pas... Puis quand je parle de poésie, je parle d'autre chose que d'une rime bébête, bien entendu. Je parle vraiment d'une source vive. Alors, si les hommes existent par les mots, moi je dis que les mots existent avant les hommes. Donc ce qu'il m'importe de retrouver, c'est traces, pour reprendre ce mot en particulier qui évidemment nous est cher, traces de cette histoire très ancienne, très très ancienne, peut-être même avant l'existence du monde. C'est le vibratoire en fait. C'est ce dont vous vouliez parler tout à l'heure, enfin j'entendais ça. Le vibratoire est éternel, si vous voulez. Et ce qu'il s'agit de retrouver, c'est cette vibration, par le biais des mots, puisque nous n'avons que ça. Ce sont nos cordes vocales, entre autres. Calebasse, disait Mona, elle a raison, en évitant la cacophonie si possible. Voilà. Mais ce qui n'est pas toujours évident, surtout aujourd'hui. On parlait de la trace, alors tous nos amis de la trace sont là aux presses, puisque Jean-Philippe Lafont, Cyril Gaud, David Gauld sont là, Tom Menotti aussi, Marie Savoca, donc voilà, ils sont tous là à nous écouter ce soir et c'est très agréable de les avoir. Alain, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez écrit, qui me paraît important, c'est que vous dites que écrire, c'est aussi pour vous tenter d'exprimer l'indicible. C'est quoi l'indicible chez vous? Oui, bah, Vaste question. Vous ne voulez pas que je vous l'explique? On peut. Non, non. L'indicible, c'est par définition ce que chaque individu, je ne dis pas cache en lui, mais ce qui demeure en lui malgré lui et qu'il doit retrouver. Alors, on a eu maints exercices de la maïeutique en allant jusqu'à la psychanalyse. Mais vous savez, moi, je suis avec beaucoup d'attention tous ces écrits de Hölderlin en passant par Novalis, etc. Au fond, les sources sont probablement effectivement au pied des rêves. Et c'est dans ces rêves qu'il nous faut trouver les mots qui nous définissent véritablement, qui ne sont pas les mots de l'éducation, qui ne sont pas les mots de la société. Je n'aime pas le social en général, mais qui sont véritablement les mots de l'humain, avec un H majuscule, bien entendu, et qui sont là depuis toujours. Je ne suis que la réincarnation, si vous voulez, de milliards d'humains qui m'ont précédé. Mais au fond, je crois que quand on a compris que dans chacun d'entre nous habite d'une manière singulière toute cette humanité précédente, il nous appartient d'honorer cette humanité en retrouvant les mots peut-être qui ont fondé cette humanité. Alors on va en parler tout à l'heure parce que dans votre dernier livre, Confession, on parle justement de toutes ces dérives sociales un peu.
voilà, pour moi, c'est aussi une façon de mettre en avant des dérives sociales et sociétales d'aujourd'hui. On va en parler. J'aimerais Mm. revenir à vous, Mona, parce que, alors, pour reprendre aussi un terme que vous utilisez souvent et qui me plaît énormément, c'est que les mots sont décrits, les écrits sont décrits. Il y a beaucoup d'humanité dans vos récits. Est-ce que pour vous, et enfin, je connais un peu la réponse, mais j'ai envie que vous l'exprimiez, l'écriture, c'est aussi un combat pour cette humanité? Euh, Alain, tout à l'heure, disait que à travers les mots, on cherche à dire l'indicible. Mm. Et là, il me fait penser à Nerval, hein, je suis le veuf, le ténébreux. Euh, Mais l'inconsolu. voilà, tout à fait. Il arrive un moment dans la vie où on est confronté à des problèmes d'humanité, d'humanisme, qui nous secouent, qui nous bousculent. On peut faire abstraction de tout, mais elle nous rattrape toujours l'actualité d'une manière ou d'une autre. Et alors, on a deux choix. Soit on ferme les yeux et on ferme les oreilles et on dit ça ne me concerne pas. Soit on se dit, ben, j'ai ce don de justement de manier les mots. Pourquoi est-ce que les mots ne deviennent pas une manière d'engagement de l'être, puisque quand je dis j'existe, je formule ma pensée, je formule mon existence. Et ça fait quelques années déjà que oui, je poursuis une certaine quête, non pas d'une littérature engagée, parce que le mot serait trop fort, d'autres m'ont précédé, d'autres viendront après moi, mais je pense que d'une certaine manière, le scribe a un rôle à jouer, pas dans la société, mais en essayant de faire passer des messages qui parfois, par la voie médiatique, ne passent pas. Peut-être que au travers de la poésie, au travers d'une fiction, le message pourrait passer. C'est ce qui est arrivé avec Ulysse Hadi, qui a supporté un message. Pourtant, les migrants, on en parle souvent à la télé, à la radio, mais ce message-là était humain. Et c'est là que ça a beaucoup plus provoqué des échos dans l'esprit des lecteurs. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui, On parce va, qu'à un on moment, va, ouais, on est humain. ouais, on va revenir au message d'Ulysse parce qu'effectivement, ce que vous dites, la Mona, m'a parlé à moi comme à beaucoup d'autres, puisque j'ai eu pas mal de retours de lecture dessus. On va en parler et c'est très juste. Juste, Mona, comme vous, Alain, défendre des idées, des causes, des engagements, qu'importe, ça passe par la fiction. Il n'y a jamais l'un de vous deux qui s'est dit, je vais écrire un manifeste ou je vais réunir des témoignages pour porter ma voix. Tout reste dans la fiction pour l'un, pour l'autre, parce que c'est pour vous la meilleure façon de faire passer les messages qui sont les vôtres. Peut-être Alain, puisque Mona nous a expliqué. Oui, bon, si vous voulez, moi, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Vous n'avez jamais été tenté Non, pas du tout. Non, pas du tout. Beaucoup le font à ma place et c'est très bien comme ça. Non, d'abord, je ne parlerai pas de fiction en ce qui me concerne. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, bon, moi, je pense que l'engagement, enfin le mien en tous les cas, hein, je ne peux pas parler pour d'autres, euh, puisque nous avons parlé de ce nom qui existait et qui a été prononcé d'une certaine manière et qui ne l'est plus aujourd'hui, je pense que de retrouver, si vous voulez, un vocabulaire, j'aime pas le mot vocabulaire, un alphabet, un alphabet, un alphabet qui, comment dire, laisse la place à quelque chose qui se crée en dehors même de ce que je souhaite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une action directe, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, je pense que j'ai une action, enfin, je pense que la poésie a une action indirecte, invisible, mais qui touche l'humain autant que l'animal, autant que le végétal. Voilà. Et je crois que la pensée a une formidable, comment dire, action sur le monde qui nous entoure. Et j'ai souvent dit que si nous pouvions récolter les très belles pensées de ces êtres qui nous précèdent et de ceux qui vivent aujourd'hui actuellement, nous aurions là un potentiel énergétique formidable. On pourrait foutre en l'air toutes nos usines et nos machins, etc. Donc je crois que c'est nous qui ne savons pas
utiliser, si vous voulez, la vertu du langage, même si c'est un langage intérieur. Oui, je me suis fait non, 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 comprendre. peut-être Mona veut peut-être rebondir sur ce que vient de dire Alain. Oui, c'est vrai que bon, si tout le monde se mettait à écrire de la littérature engagée, il n'y aurait plus de diversité. Ce serait les manifestes, non, parce que je suis une adepte de la mise en scène. J'aime beaucoup le théâtre, c'est une passion, j'ai joué longtemps quand j'étais jeune. J'ai tout de suite compris que plus la mise en scène pouvait ne pas ennuyer le spectateur, plus elle avait des chances d'être rejouée de manière différente. Et finalement, l'écriture, c'est un peu ça. C'est un scénario qu'on rejoue de manière différente, avec d'autres actants et avec cette spécificité de bien garder à l'esprit qu'il ne faut pas lasser le spectateur. Parce que lasser le spectateur, ça devient de la cacophonie, ça devient de la répétition, et on le sait bien, les itérations ne mènent nulle part, c'est stérile. Donc, porter un message humanitaire et humaniste à travers une mise en scène simple, sans grande complexité, pour moi, c'est un moyen de faire passer des messages. Oui, et c'est réussi parce que c'est vrai que quand on sort de vos livres l'un ou l'autre, on est un peu bouleversé et on se pose des questions. Donc, je pense que vous arrivez à vos fins, en tout cas, de nous faire réfléchir sur plein de sujets, qu'ils soient des sujets propres à nous, qu'ils soient des sujets sociétaux, mais en tout cas, c'est réussi. Moi, j'ai une petite question parce que vos livres sont plutôt courts ou assez courts. Euh, j'ai l'impression que pour vous, écrire trop long, c'est quelque part se perdre. Est-ce que c'est ça qui motive des récits plutôt courts? Non, c'est un choix d'aller à l'essentiel. Le Oui, bavardage, donc de ne pas se perdre, non? Non, c'est ça? voilà, je n'aime pas le bavardage. Oui, c'est ça. Le choix de chaque mot est méticuleusement choisi et j'ai un seul but derrière la tête, c'est aller à l'essentiel, épurer autant que possible les phrases pour ne pas les charger parce que la surcharge, elle nuit finalement au message. Il m'arrive de lire des romans qui font 400-500 pages et en moi-même, j'ai un regard critique parce que je suis une grande lectrice et je me dis qu'il y aurait 200 pages en moins. Il y avait du bavardage inutile. Après, c'est mon point de vue, chacun a sa méthode de voir, sa manière de voir les choses, mais mon écriture est retravaillée de manière à ce que les mots soient concis mais efficaces, qu'ils portent le Alors, message je vais essentiel. vous avouer quelque chose, Mona. Donc, je suis sur mon troisième roman qui a dépassé les 300 pages. Et à la première lecture, après vous avoir lu, vous deux, notamment longuement, je me suis dit, c'est trop long, tu te perds. Et donc, je pense que souvent, on se dit que plus on lit des choses qu'on aime, plus on retravaille son style. Et je pense que vous lire, vous deux, voilà, m'a fait aussi remettre en cause un récit trop long que je suis en train de reprendre. Donc voilà, vous m'avez Chaque servi lecture est une remise en cause de toute façon. Alain, Alain, Oui. est-ce Attendez, que sur la longueur, moi, je voudrais quand ouais. même mettre un petit bémol. Je suis navré, je suis emmerdant, hein. Non, non, c'est bien. Euh, non, mais enfin, bon, moi, comme je suis un fan des Russes, Ah il est oui. bien évident que j'aime les romans extrêmement longs, compliqués. Je pense à Ulysse de Joyce, c'est quelque chose quand même, c'est un sacré monument. On ne peut pas nier que Don Quichotte, puisqu'on en parle souvent avec Mona, c'est en 2 tomes que je sache, et puis il faut se les faire, hein. Puis, bon, mais chaque détail est tellement succulent. Alors, ce qu'on pourrait peut-être penser, c'est qu'aujourd'hui, la longueur est devenue bien souvent, si vous voulez, l'apanage des fameux romans best-sellers, souvent. Donc, faut faire durer. Mais après tout, j'ai rien contre les Alexandre Dumas. Moi, ils m'ont bien amusé et bien tenu en haleine quand j'avais une vingtaine d'années, ou 15 ans. Bon, mais en ce qui nous concerne, je crois, Mona et moi, c'est vrai que, je sais pas, je connais, enfin, personnellement, je connais trop les trucs romanesques
pour tenter d'éviter de tomber dans ces pièges, si vous voulez. Et donc, mais c'est pas bien perçu, hein, mais au fond, je cherche pas tellement à me faire, comment dire, percevoir. Hein, Oui. je racole pas le lecteur. Hein, c'est pas grave. Car que, comme je vous le disais tout à l'heure, au fond, ce qui compte pour moi, c'est de faire mon job d'humain et que ce message, qu'il soit lu ou pas, de toute façon, je suis convaincu quant à moi qu'il passe. Voilà, c'est tout. Donc, au fond, souhaitons qu'il y ait des anges et que ça les amuse. Hein. Alors, on va revenir sur les messages, parce que c'est extrêmement important dans vos livres à tous les deux. J'aimerais qu'on finisse sur le style. Est-ce que l'un comme l'autre, vous êtes forgé un style? Est-ce que vous avez travaillé quelque chose qui vous a plu par des inspirations? Je sais qu'on adore Camus. Est-ce que vous avez été chercher un style, pas pour le copier évidemment, mais pour vous en inspirer? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus ou est-ce que non, vous vous êtes laissé embarquer par votre plume et c'est ce que vous faites au fil des ouvrages? Ouais, tout à l'heure, Mona disait justement que les mots étaient ses plus fidèles compagnons. Moi, je les appelle plus volontiers mes chiens. Alors, il y a les gentils chiens, puis il y a les méchants chiens, il y a ceux qui mordent. Je pense que le style, c'est un truc qu'on peut nous reprocher aussi. Il ne faut pas s'enfermer dans un style. C'est compliqué d'ailleurs hein, de ne pas s'enfermer dans un style. Euh, je pense qu'il y a des êtres qui le travaillent et c'est formidable. On pense à Mallarmé, bien évidemment. On sent que c'est tellement étudié au mot près, à la virgule près. Bon, et là, on entre d'ailleurs dans une autre compréhension du langage. Sinon le style, c'est l'homme, paraît-il. Oui. Bon, moi, je pense qu'il faut se déshabiller en permanence de son propre style. Il faut se foutre à poil. Il faut vraiment évacuer ce qui pourrait devenir une habitude. Et là, je me pose souvent, quant à moi, beaucoup de questions, effectivement, parce que j'aurais une espèce de tendance naturelle, si vous voulez, à écrire d'une manière, je sais pas, c'est comme une cuisine au fond, hein. Mais ça me vient naturellement, donc je suis peut-être cuistot des mots sans le savoir, j'en sais rien. Mais je pense il est nécessaire, et ça je pense que Mona ne me dira pas le contraire, de casser un peu cette habitude que l'on prend d'écrire d'une certaine façon. Ouais, ce qui est plus intéressant et ce qui se voit d'ailleurs dans Confession. Alors, je n'ai pas eu le bonheur de lire toute votre littérature, il y en a beaucoup, mais en tout cas, quand on passe comme un enfant qui joue tout seul à Confession, on n'est pas du tout dans le même exercice de style. Donc c'est vrai que c'est assez agréable d'être surpris quand on lit un auteur et quand on lit chacun de ses livres, de découvrir quelque chose de nouveau. C'est vrai que c'est assez appréciable. Mona, vous êtes comment par rapport à votre style? Je rejoins Alain dans le sens où je ne suis pas adepte de tous ces ateliers d'écriture où on apprend à devenir écrivain, ça m'horripile. J'écris, non, comme ça. C'est comme disait Alain, c'est mon style. Et à chaque fois, il y a ce défi, cette colère parfois de ne pas savoir se détacher d'une certaine manière d'écriture. Moi, c'est ce que j'appelle le style. Euh, c'est pas évident quand on est. Moi, je suis arrivée à l'écriture par la poésie. J'ai toujours écrit essentiellement des poèmes. C'est très difficile de se dire, bah là, c'est un roman qui ne peut pas être écrit poétiquement, mais finalement, ce n'est plus moi. Donc, si ma manière d'écrire change parce que je me prête à un genre différent, ça devient un exercice sur soi qui n'est pas facile, comme disait Alain. C'est très compliqué. Après, je pense que les lectures qu'on fait nous influencent d'une certaine manière. Je sais que, oui, j'aime beaucoup Camus, mais je n'ai pas du tout la prétention de dire ou d'affirmer que j'écris comme Camus. Non, je n'ai pas un style camusien. J'ai peut-être été influencée par Marguerite Duras. Hein, j'ai eu ma période, j'aimais beaucoup cette femme, j'ai tout lu de Duras, j'aime beaucoup, dans les répétitions. Et parfois, je m'arrête et je me dis, ah, mais tiens, c'est un peu du Duras, là, ce que tu fais. Et je pense que c'est inconscient. Mais je me suis mis un défi il n'y a pas longtemps
sur un roman noir et c'était pas évident. C'était pas évident Oui, d'évacuer c'est la poésie. intéressant. Ouais. C'était pas évident d'évacuer la poésie et elle est toujours là en fait. On ne peut pas l'évacuer. Elle est présente. Je pense Après, aussi on qu'on a est un ce qu'on est, style. hein, on est nos styles. Voilà, c'est Je du pense qu'on a un cadéo, on le reconnaît de suite. Exactement. Alors, vous faites partie tous les deux, je le disais tout à l'heure, d'une maison d'édition que j'affectionne énormément, que je ne connaissais pas, que j'ai connue grâce à la rencontre des auteurs francophones, parce qu'elle produit peu, mais tout est un pur bonheur. À chaque fois que j'ouvre un roman des éditions La Trace, c'est un voyage extraordinaire. Alors, vous avez l'air aussi d'entretenir une certaine relation avec, privilégiée avec votre maison d'édition. On a vraiment l'impression que vous faites partie tous d'une grande famille. Je vous ai notamment suivi en Corse cet été. J'avais envie de prendre un billet d'avion et vous rejoindre. C'est quoi l'aventure avec votre maison d'édition? Parce qu'elle est rare, hein. Moi, je parle à énormément d'auteurs, comme vous le savez, et j'ai l'impression que cette relation que vous avez, vous, tous ces auteurs de La Trace, avec votre maison d'édition, elle est juste exceptionnelle. Oui, mais c'est vrai. Bon, enfin, quand on connaît Florence et Jean-Philippe Lafon, on est immédiatement séduit par d'abord leur simplicité, je dirais, hein, et presque, je rajouterais leur innocence, ce qui, dans le domaine de l'édition, ne doit pas être évident, hein. Euh, mais je crois que c'est ça qui nous a séduits, c'est-à-dire la possibilité, si vous voulez, pour un auteur, de pouvoir, à la limite, quotidiennement bavarder ou faire ces petits voyages dont vous parlez, etc., avec eux, en étant comme des amis. C'est exactement ça qui se passe, hein. Il n'y a pas cette relation paternalo, côté censeur, si vous voulez, et indifférent la plupart du temps de l'éditeur traditionnel, qui fait remarquablement son job, sûrement, mais enfin, qui n'a pas le temps de s'occuper de tous ces auteurs. Enfin, ça sert à quoi, les auteurs, hein? Il y en a deux, trois qui marchent pour 150 qui traînent, c'est à peu près le truc. Non, c'est Tandis vrai. qu'eux ont quand même cette délicatesse, je dirais, de se pencher vraiment sur chacun, chacune, et on peut avoir avec eux des relations fraternelles. Voilà, Mais, c'est et je bien. pense aussi, et peut-être Mona, je pense aussi que on est bien aussi dans une maison quand on s'aperçoit qu'à peu près tous les auteurs, enfin qu'on apprécie la littérature d'à peu près tous les auteurs du catalogue. Parce que moi, j'ai vu les catalogues de maisons d'édition avec du bon, du très mauvais, du très très bon. Et là, je pense que c'est peut-être, entre guillemets, une fierté d'appartenir à une maison qui fait des choix judicieux et des choix de qualité. Il y a peut-être aussi cet élément. Je pense que c'est une question d'abord de confiance. Et comme disait justement Alain, c'est cette simplicité dans les relations qui est rare entre un éditeur et un auteur. C'est vrai qu'il nous arrive de nous lire les uns les autres, hein, les auteurs de la maison, ce qui est déjà une confiance en soi parce que donner son texte à lire, c'est une marque de confiance privilégiée. Accepter le regard critique, parce qu'on est toujours critique quand on est lecteur, d'un autre lecteur que soit dans la même maison d'édition, et mettre de côté les égos, parce qu'il y a le problème des égos. On est tous des êtres humains, il existe hein, des égos surdimensionnés. Donc je pense que Florence et Jean-Philippe ont réussi à, non pas fédérer, mais à réunir, et j'insiste sur le tiret, des voix multiples, diversifiées, venues d'ici et d'ailleurs, autour d'une même aventure. Et avec un objectif, ben, chacun laissera la trace qu'il laissera. Donc c'est une aventure humaine et c'est très important, enfin, à mon sens, c'était le plus important, c'était la relation humaine. Oui, on la sent bien, cette relation humaine en tout cas. On va parler un peu de vos livres, maintenant il est temps. Donc Mona, sur Rencontre des auteurs francophones, donc aux États-Unis, nous avons 3 livres que nous diffusons. Dans le silence des mots chuchotés, l'avant-dernier, Ulysse a dit, on va en parler, et puis le tout nouveau qui sort demain, enfin qui sort jeudi, en France et ici aux États-Unis, Amine. Alors Mona, je ne vous cache pas que vous nous bouleversez dans vos récits, vous le savez. Je dis nous parce que j'ai eu beaucoup de retours, notamment après Ulysse. Alors, avec Ulysse, vous abordez un sujet qui est le sujet de l'immigration illégale. Et je dois vous dire que ça a été un véritable livre coup de poing pour moi.
Je fais partie de ces gens qui, bien sûr, tout ça c'est bien triste, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il n'y a pas de la place pour tout le monde, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Et puis on lit ce livre et on se dit, mais il n'y a rien qui est simple, on fait quoi? Parce que ça, c'est juste inacceptable. Et donc, il y a un regard, enfin, il y a un regard qui a changé chez moi, mais sur la plupart des gens qui ont lu ce livre, de se dire que vous avez bouleversé nos convictions. Et enfin, tout s'est un peu écroulé. Alors, si je résume très vite l'histoire, donc c'est une maman au Mali qui dépense ses dernières économies pour cacher sa fille dans un bateau de passeurs pour rejoindre la France de façon clandestine. Le père a été tué, les autres enfants ont été enlevés en pleine nuit. Et puis, cette petite fille, le bateau va sombrer, elle va être recueillie par Ulysse. Ulysse, c'est un fringant cadre supérieur qui, le jour où on lui annonce sa promotion, laisse tout tomber et part pour devenir gardien d'un phare. Donc, j'en dis pas plus. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a tellement d'humanité et il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, vous portez la voix sur une cause, sur un combat qui ne peut que toucher et qui touche bien mieux que 100 articles de presse et qu'une multitude de reportages sur la question. Parce qu'effectivement, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont les mots qui touchent, les mots qui sensibilisent le lecteur. Comment on réagit, vous disiez, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, comment réagissent les lecteurs? Est-ce qu'ils reviennent vers vous avec un peu ce même constat que le mien? Oui, même si vous me mettez un peu les larmes aux yeux. Je pense. Oui, non, je suis émue parce que c'est fort ce que vous dites, c'est très touchant. Non pas, c'est pas la renommée d'auteur que je recherche, ça ne m'intéresse pas du tout, mais d'avoir fait porter cette voix à travers la petite Maïmouna, c'était vraiment, je ne sais pas, un besoin à un certain moment de ma vie de me dire donne-leur la voix à ceux qu'on n'entend pas. Et oui, le message a été entendu et j'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre de jeunes, même de lycéens. Ce sont des souvenirs, je pense que je garderai toute ma vie en mémoire. Ces jeunes venaient de découvrir que à leur porte, il y avait des migrants et qu'ils allaient les regarder de manière différente depuis qu'ils avaient lu Ulysse a dit. Et là, j'entame Ulysse a dit avec mes propres élèves. C'est très intense puisque je suis le prof, mais je suis aussi l'auteur. Et ce n'est pas facile de dissocier les deux, mais je vois dans leurs yeux que le message est passé et j'en suis vraiment heureuse, quoi. Les retours sont toujours très émouvants. Certains me font pleurer. Je suis très sensible. C'est comme ça, on ne se refait pas. Mais vos mots me touchent profondément. Là, je suis très émue. Est-ce que dans vos rencontres de ces jeunes dont vous parlez, il y a aussi ces jeunes de la seconde génération qui prennent peut-être conscience que même si rien n'est facile pour eux, eux n'ont pas eu ce chemin aussi compliqué pour faire une vie ici. Est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience Oui, il y a une de prise cette de jeunesse-là? conscience. Oui, bien sûr, il y a une prise de conscience. Il y en a beaucoup qui viennent vers moi et qui me disent, mais finalement, nous, on a de la chance. On croit qu'on n'a rien, mais en fait, on a tout. Et ça, c'est quand un gamin vous dit ça à 15 ans, c'est quand même fort, quoi. C'est très, très fort. C'était C'est presque un double message. tout à fait, Ouais, ouais. tout à fait. Après, comme vous dites, on ne pourra pas accueillir tout le monde, on ne pourra pas donner du travail à tout le monde. Je pense qu'on devrait déjà commencer à arrêter de créer des conflits dans leur pays et puis Exactement. comme ça leur permettre de vivre parce que il y en a De pas beaucoup leur que donner je envie de connais partir. qui ne rêvent que de repartir, Bien sûr. que de repartir. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi de ce roman à sortir demain. Donc, c'est Amine. Et Amine, alors, on est une nouvelle fois dans le schéma de l'immigration, on est encore au Mali, mais là, au contraire d'Ulysse, c'est un très beau conte. C'est celui d'un enfant qu'on jette dans une classe qui ne parle pas du tout français, qui parle quelques mots, et qui va faire une rencontre miraculeuse, qui est celle de son professeur de français. Et elle va faire de lui un citoyen de ce pays, un citoyen de la France, et qui, ce jeune ami, va faire finalement la fierté de tous ceux qui n'ont pas cru en lui. C'est extrêmement émouvant. Alors là, on est peut-être moins dans le cri du cœur, mais par contre, on est dans une vraie réalité sociétale
de ces jeunes qui ne sont pas nécessairement à leur place et à qui on ne donne pas la chance de réussir dans la vie, et des maîtresses comme Madame Maya, eh ben, il y en a très très peu, même si je dois saluer tous les professeurs que vous êtes dans ce combat qui est le vôtre au quotidien et qui est de plus en plus compliqué. Il n'y a malheureusement pas non plus de Madame Maya dans chaque lycée, dans chaque collège. Et voilà, donc moi j'ai eu l'impression qu'après Ulysse, où vous aviez envie de raconter une histoire qui était forte et lourde de conséquences, vous avez peut-être envie de raconter une histoire qui se terminait bien et de montrer peut-être qu'il y a encore des choses possibles quand on s'en donne la peine. Je ne sais pas, c'est peut-être Oui, pour contrebalancer un peu. c'est le roman de la main tendue, mais c'est aussi un roman sur les discriminations, hein. L'école des autres ne devrait pas exister aujourd'hui dans notre société. L'école des autres, c'est celle qui catalogue l'autre dans sa différence, qui le rejette, qui ne lui donne pas forcément toutes ses chances. Et Amine, c'est le roman d'une vérité malheureusement terrible, celle qui remet en question notre système éducatif, parce que c'est très facile aujourd'hui de dire oui, l'éducation pour tous, l'égalité. Dans la réalité des choses, l'égalité, elle n'y est pas vraiment, elle n'est pas vraiment présente. On n'a pas tous les moyens qu'il faudrait avoir. Et le plus simple moyen, ça reste la main tendue. Madame Maya, c'est le symbole de cette main tendue qui va le mener finalement loin, très loin, aussi loin qu'il pourra aller. Et je ne sais pas si la fin est heureuse. Je ne vais pas en dévoiler. Non, la fin est Je ne heureuse. sais pas si la fin est heureuse. La fin est émouvante. C'est une fin sans fin, déjà. Peut-être qu'il y aura une suite, peut-être pas, mais c'est une fin sans fin. Justement, c'est une fin qui pose des questions, qui devrait dire, appeler le lecteur à se dire, et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un thème qui me tient à cœur. Je suis prof, donc ça fait partie de mon vécu d'une certaine manière. Et des petits Amines, il y en a beaucoup dans nos écoles. Il y en a beaucoup. Et alors, j'ai presque regretté de ne pas avoir eu un auteur francophone des États-Unis avec nous ce soir. Parce que finalement, alors l'Amérique a plein de défauts, hein, on ne va pas revenir dessus, mais elle a une qualité, c'est qu'elle sait intégrer ses immigrants, et que dans les écoles, il n'y a pas un enfant qui reste derrière, parce qu'il y a des classes entières qui sont des classes d'absorption de ces enfants, et qu'un enfant qui ne parle pas la langue, au bout de 6 mois, il la parle parfaitement bien, et que l'année suivante, il est au même niveau que les autres. Donc c'est vrai que ça a été intéressant, mais c'est encore un autre débat. L'intégration scolaire. Moi aussi, j'ai eu un professeur extraordinaire. Hein, donc, voilà, on a tous eu un professeur extraordinaire. On a tous eu un professeur extraordinaire. D'ailleurs, voilà, encore une fois, je vous rends hommage à tous. Il y a beaucoup d'auteurs sur la plateforme Rencontre des auteurs francophones qui sont des enseignants et qui font un travail magnifique. Et je trouve qu'on est très injuste avec vous en ce moment. Donc, voilà, il faut le dire, les enseignants ont besoin d'être soutenus et pas attaqués. D'ailleurs, pour moi, dans Amine, c'est aussi pour moi aussi un coup de gueule contre ça, contre cette profession qui est si difficile à exercer aujourd'hui, et que voilà, vous avez envie de dire que quelque part, les professeurs sont aussi des gens extraordinaires. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, on va parler de vous, de vos livres. Alors, 25 livres, si je ne dis pas de bêtises, et sur la plateforme, on en diffuse pour l'instant 2. Comme un enfant qui joue tout seul, qu'on ne voit pas, hop, là. Et le dernier, Confession, ou les spams d'une âme en peine. Et là, on rentre dans un récit extrêmement captivant et extrêmement déroutant. Je le ferai certainement moins bien que vous, mais pour raconter un peu de quoi il s'agit, c'est des personnes qui commencent à recevoir des emails d'un homme qui a envie ou besoin de se raconter, des emails intimes que l'on écrirait finalement à des proches, et qui arrive à des inconnus sans que lui-même ne sache vraiment pourquoi. Alors, on va comprendre qu'en fait, Gaspard, ce personnage, est mort, mais enfin pas complètement. C'est un peu une âme errante qui n'en finit pas avec le bilan de sa vie. Mohamed Aissaoui, qui est écrivain et journaliste au Figaro et qui a fait la préface de ce livre,
a écrit: «Ce spam livre est un piège délicieux expédié par un grand écrivain». Moi, j'aimerais savoir d'où est venue cette idée, Alain, de ce livre de spam. Alors écoutez, je ne suis pas familiarisé du tout avec Internet, vous l'avez vu tout à l'heure, Oui, mais j'ai, comme tout le monde, entendu parler du mot spam. Puis je trouve qu'il y avait le mot âme dedans, donc ça m'amusait un peu. Euh, non, mais au fond, si vous voulez, le récit est basé sur, quelqu'un m'a dit, mais le rêve de tout écrivain, qui serait, alors même qu'il ne sait pas qu'il est lu, de l'être et de recevoir des mots injurieux peut-être, ou au contraire admiratifs, bon, de diverses personnes venant de toutes sortes d'horizons. Donc c'était amusant pour moi dans ce purgatoire dans lequel se trouve ouais, mon personnage, parce que c'est ça, c'est un purgatoire, hein, mais c'est au fond quelquefois ce que vit l'écrivain, hein. Parce qu'il y a les compliments dont personnellement je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance aux compliments parce que ça me fait rougir, ça me gêne et j'ai toujours l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, il y a des insultes qui m'intéressent. D'abord parce que ça me remet en vie, comme on dit, ça me remet en selle. Ça, c'est mon côté gascon, hein. Je serais volontiers escrimeur, hein. Euh, et puis, je trouve que c'est intéressant comme moyen de communication, quoi, hein. mais Voilà. qu'est-ce que vous dénoncez dans ce livre? Vous dénoncez on est dans un monde où on se parle plus, où on s'écoute plus, où on quémande un peu l'écoute, un monde un peu déshumanisé. C'est quoi le préambule de la réflexion de ce livre? Bah, je pense que j'en veux à ce monde de nous faire passer, nous les humains, pour des Mm. crétins. Voilà, c'est en gros, si vous voulez, ce que je voudrais dire, ce qui n'est pas tout à fait le cas, hein. Parce que lorsque vous savez, il y a une phrase absolument délicieuse de Maître Écart, qui est ce moine prédicateur du XIIe, XIIIe siècle, qui dit: le seul individu qui existe, c'est celui qui est en face de moi. Voilà. Donc je crois que quand on a en face de soi des individus, aussi différents soient-ils, etc., c'est ce que vous venez de raconter avec Mona, Mm. euh, il n'est plus question de le juger sur ça, ça, ça ou ça, il est question de l'entendre et éventuellement peut-être de tenter de lui répondre. Bon, mais dans la cacophonie dont nous parlions tout à l'heure, c'est vrai que j'ai l'impression que plus personne n'écoute personne. Moi, c'est un peu c'est pour ça que je fous le camp dans la campagne et que la plupart du temps, je préfère parler aux chiens parce que finalement, eux, ils me Les chiens comprennent. m'écoutent. Les chiens, Euh, et ils me alors, répondent en plus, et ils me répondent. ouais. Alors, pour, Battement de queue de gauche à droite, enfin bref, les oreilles dressées. Oui. une discussion qui va à l'essentiel. Donc, Gaspard, le personnage, très vite, il va surprendre, il va étonner, puis il va fasciner certains destinataires, Mariam, Sarah, Louis, qui vont s'ouvrir à leur tour à Gaspard. Ils vont guetter le matin les emails, ils vont se plonger dans cette correspondance qui, j'ai l'impression, les libère aussi d'ailleurs. Et puis, il y a les autres, ceux qui menacent, ceux qui insultent, ceux qui le traitent de fou. Euh, pour moi, ce que vous décrivez, c'est finalement le monde qui n'est pas le vôtre, j'ai bien compris, qui est le monde des réseaux sociaux. Je veux dire, on est en plein dans ce monde de Facebook, de Twitter, Oui, oui. euh, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et puis, alors au final, chacun va découvrir les autres aussi à travers leurs échanges avec Gaspard, parce que tout est là à vue de tous. Là, j'ai un peu l'impression qu'on a perdu le sens du jardin secret. On est constamment surexposé, constamment en danger. C'est un peu ce que C'est vous vrai. dénoncez aussi, non? Alors, c'est le paradoxe de l'écriture, si vous voulez, Ouais. c'est qu'à la fois, on livre de l'intime pour des intimes. À partir du moment où, et grâce au ciel, je ne fais pas, en tous les cas, en ce qui me concerne, partie de ceux qui sont tirés à 300 000 exemplaires, ça m'embêterait beaucoup. Mince. Donc, mais vous savez, il y a une phrase biblique qui est très belle qui dit: sauve un seul être dans ta vie et tu auras sauvé ta vie. Moi, je trouve que ça résume tout. On ne peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment. Et c'est vrai, vous avez raison, cette relation intime avec l'autre me semble fondamentale. Si je ne l'ai pas, ça ne m'intéresse pas. Enfin, moi, je ne vois pas ce que je peux foutre. Je ne suis pas capable d'être arbitre, je suis très mauvais juge.
voilà, donc mon seul rôle, c'est de tenter de rencontrer, c'est ce que fait Mona, c'est ce que vous faites aussi, puisque vous nous invitez, c'est de tenter de rencontrer des êtres avec qui on peut réellement parler, à qui on a quelque chose à dire, et qui n'en penseront pas forcément du mal, Ouais. et qui en tous les cas s'enrichiront mutuellement. Oui, alors donc si on s'en tient à confession, on peut aussi se rencontrer sans se voir pour de vrai, puisque là, Bien il sûr, existe un échange qui est en train de se créer, et c'est un peu les nouvelles formes de relations de notre société actuelle. C'est vrai que combien d'inconnus, avec combien d'inconnus on devient amis grâce aux réseaux sociaux, avec qui on partage des choses importantes. C'est aussi ce qui se passe avec Rencontre des auteurs francophones, où j'ai des auteurs qui ne se connaissent pas, qui font connaissance, qui se lisent, qui s'apprécient, qui se soutiennent. Euh, donc, vous aviez, donc, ceci dit auparavant, ce qu'on appelait les relations épistolaires. mm, Les gens ne se voyaient pas, comme nous sommes en train de le faire, dans des espèces de petits rectangles, bon, que je trouve un peu diminuants, mais bon. Mais je dis, il y avait, alors je me souviens, ma grand-mère qui écrivait vous savez, sur du papier pelure, qui écrivait des lettres, mais alors vraiment avec des caractères très serrés pour dire le maximum de choses. Et elle attendait 15 jours, quelquefois, une lettre qu'elle avait envoyée à l'autre bout du monde pour recevoir une réponse. Mais c'était jubilatoire quand elle recevait c'est sa vrai. lettre. Elle s'engouffrait dans sa cuisine, elle essayait de décacheter l'enveloppe avec le plus de soin possible. Et alors là, elle mettait 2 heures pour la lire et la relire et la relire. Et ensuite, ça allait dans un coffre et on pouvait la relire 15 jours après. C'était pas mal non plus. Donc, cette relation a toujours existé, en définitive. C'est vrai. Moi, je fais partie, Alain, des gens qui envoient encore des cartes d'anniversaire et des Bien, cartes bien. postales partout. Parce que cette petite magie de ce qu'il y a dans la boîte aux lettres, je trouve qu'il Bien faut sûr, bien la sûr. préserver. Ouais. Euh, alors, alors, c'est un peu, enfin, je ne sais pas comment vous placez finalement, parce que alors vous n'êtes pas Je technique, suis vous êtes. implaçable, je vous rassure. Ouais. Et puis finalement, dans ce livre, on s'aperçoit que cette nouvelle forme de socialisation, qui est celle d'aujourd'hui, des réseaux Mm. sociaux, des courriers, etc., elle n'est pas à rejeter parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans Bien ces sûr, relations. bien sûr. Ouais. Mais, enfin, je pense que vous-même, Mona, et tous les êtres que je connais correspondent énormément. Moi, j'écris tous les matins et j'envoie ce que j'écris à des êtres qui me répondent. Donc, cette notion d'immédiateté est quand même fabuleuse, quoi. Je veux dire. Alors, avant, on avait le téléphone, c'est vrai, c'était quand même déjà pas mal, hein. Mais je trouve que là, alors je suis souvent un peu triste parce que j'écris souvent des choses qui me semblent importantes, puis je reçois des réponses assez laconiques avec 3 phrases. J'aimerais développer un peu plus, quoi. Mais bon, bah, tant pis, c'est le jeu, hein. Alors, Alain, Tu peux vous qui m'envoyer écrivez, des spams, hein. ouais. Ouais. Vous qui écrivez depuis longtemps, Alain, ce monde virtuel, il a fait évoluer aussi les relations avec les lecteurs. Est-ce qu'il y a une nouvelle relation de Ah, l'écrivain au lecteur grâce à la question que Internet? vous posiez à Mona tout à l'heure, euh, je ne sais pas. Oui, apparemment. Apparemment, il y a plus de réponses, il y a plus de communication, certes. Euh, oui, 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 sûrement, sûrement. Mais est-ce que c'est dans la profondeur, je sais pas, je vous parlais de l'intime tout à l'heure. C'est cette relation que l'on souhaite au fond, hein. C'est de découvrir l'autre un peu autrement. J'ai l'impression que les gens se débarrassent très vite des mots, hein. C'est comme un sac un peu trop lourd, quoi. Oui, à se demander même si finalement parler à un inconnu est plus facile que de parler à son Ah propre oui, frère. oui, 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 bien sûr. On- Je il y a raconte des d'ailleurs une histoire, confidences, hein. il y a des Oui. confidences qu'on fait à des inconnus Non, qu'on ne mais ferait peut-être pas à des absolument. inconnus. Vous avez pris des taxis comme moi, c'est fou. Enfin, d'ailleurs, Ah il oui, suffit de c'est vrai. faire un chauffeur de taxi. Et quand il vous raconte ce qu'il entend, c'est extraordinaire, Ouais, quoi. c'est vrai. Il y a le taxi et le psychanalyste, c'est connu. Enfin, Je n'avais pas pensé au taxi. J'aimerais revenir quand même 2 minutes sur Comme un enfant qui joue seul, qui est un très très beau roman. C'est un peu le largage des amarres, largage de sa vie pour retourner dans le monde de l'enfance, en tout cas pour le personnage. Je trouve que c'est très, très dans l'air du temps, l'envie de plus subir sa vie, de plus vivre une seule vie. Vous, Mona, et vous, Alain, vous avez vécu pas mal de vies. Est-ce qu'il y a encore des vies que vous aimeriez vivre, des choses que vous n'avez pas encore fait?
Bon, je dis toujours que du haut de mes 357 ans, ça m'est difficile de souhaiter autre chose que ce que j'ai vécu. Euh, oui, bien entendu, mais je vous rappelle, chaque fois que vous avez en face de vous quelqu'un de différent qui vit autre chose que ce que vous vivez, d'une certaine manière, allez, je vais employer un mot à la mode, par empathie, vous vivez ce qu'il vit. Et quant à moi, vous le savez, je suis convaincu que nous vivons dans plusieurs mondes différents. Enfin, je développe souvent ce genre de théorie, c'est-à-dire que nous avons des clones, si vous voulez, dans sur toutes sortes de planètes, dans divers mondes, qui vivent pour nous ce que nous ne pouvons pas vivre sur Terre. On ne peut pas tout vivre non plus. Hein. Et la Mona, fin, ce serait peut-être de réunir tous les morceaux. Oui. ça ferait un être extraordinaire, très complexe. Mona, une chose que vous avez envie de faire là demain et que vous n'avez pas encore fait? Je pense que oui, il y a encore beaucoup de choses, mais comme Alain, je crois beaucoup à un peu ce qu'on appelait Scaplet Nerval, qu'il avait découvert d'ailleurs au Liban, hein, dans les montagnes druzes, à la métempsychose. Je pense que nous avons déjà vécu plusieurs vies antérieures et que d'autres vies encore nous attendent. Ce sera peut-être pas nous, mais ce sera une partie de nous. Et oui, j'ai encore plein de choses à vivre, je pense. Mais j'ai surtout encore beaucoup de choses à écrire. Écrire ce que j'allais Voilà. dire. Et vous disiez tout à l'heure en commençant que ces dernières années, j'avais surtout écrit durant ces dernières années. C'est juste parce que je suis maman, hein, et que j'avais des enfants jeunes et que je savais que l'écriture, ce serait prenant et que je ne pourrais pas concilier et mon métier et le métier à temps plein d'être parent et celui d'écrire, de m'isoler pour écrire. Donc c'est chose faite, ils sont grands, ils mènent leur vie, hein, ils ont chacun sa caravane, ils suivent leur caravane et puis maintenant j'ai le temps, effectivement, hein, parce qu'il faut du temps. On imagine qu'un roman s'écrit, je sais pas, en une semaine, en un mois, non, il faut du temps. Il faut consacrer du temps. Et puis, J'avais vu un tweet la d'ailleurs comme ça. solitude, la J'avais vu, solitude. j'avais vu un tweet sur Twitter qui disait, un auteur qui disait, je me suis mis comme challenge d'écrire mon livre en 180 jours. Et j'ai dit, mais quelle horreur! Comment peut-on se mettre de tels challenges Avec de tel façon... nombre de pages et tel nombre Ah de non, mais... signes. Alors, il y a un point commun, un autre point commun entre Amine et Confession, c'est qu'il y a plusieurs personnages qui écrivent à la première personne. En vérité, on a une multitude de récits. Euh, qu'est-ce que cela change pour un auteur d'être si multiple dans un récit et d'être dans la tête d'autant de personnages à la fois? C'est génial. J'aime bien Il y cette a réponse. absolument, mais non, mais on parlait d'empathie tout à l'heure. Mm. Quand même, moi, je sais que c'est le théâtre qui m'a permis de découvrir ça. Autrement dit, d'avoir plusieurs personnages. Tout à l'heure, Mona a évoqué Molière, évidemment, puisque c'est lui qui dit plaire avant tout. Hein, voilà. Euh, Moi, c'est pas tellement plaire avant tout, c'est me plaire avant tout. C'est-à-dire que quand un personnage me fait rire ou pleurer, autrement dit qu'il m'échappe, je trouve que c'est assez étonnant. Et le théâtre m'a permis d'entrer dans des voies différentes, des mentalités différentes, des réponses différentes, évidemment, des contradictions, etc. Ça, voilà, comme disait Don Juan, je me sens un cœur à aimer toute la terre. Mais tout d'un coup, vous devenez l'autre d'une façon étonnante. Et vous pouvez vous permettre de dire d'ailleurs ce que jamais vous ne diriez, mais c'est l'autre qui le dit, donc c'est pas grave. C'est la commedia dell'arte. Voilà. Exactement. Alors, Mona, c'est pareil. Mona, Amine, vous êtes Madame Maya, vous êtes On se sent chacune des des personnes. murges, on se sent des murges quelque part, et puis on se sent, c'est un peu comme ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Mm. On est toutes ces voix à la fois, on devient le réceptacle de plusieurs voix. Alors moi, je fais souvent rire mes enfants quand ils me parlent et que je les écoute d'une oreille parfois distraite, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, mais j'ai des voix dans ma tête, voilà, et les voix, elles s'entrechoquent, et ça crée pour moi ce passage-là du jeu que je m'approprie, je suis tantôt Amine, tantôt Maya, tantôt Elsa, tantôt... pour moi, c'est un quiproquo, comme au théâtre. Et c'est du quiproquo, je pense, que vient, allez, on va le dire, hein,
soyons honnêtes, vient la jouissance, hein, puisqu'on est toutes ces personnes à la fois. Et le pari, c'est en tout cas, d'arriver à les mettre en scène. Voilà, d'arriver à les mettre en scène. Le pari est fort il y a nous, réussi en face d'eux. C'est pas évident. Alors là, chez vous, il y a un combat pour la singularité de chaque individu. On a l'impression que c'est presque un cri de guerre, ce droit à la différence. Et chez vous, Mona, c'est le respect de la différence. Donc, globalement, pour l'un et comme l'autre, l'humain dans sa singularité est extrêmement important. Oui. De toute façon, en dehors de l'humain, je veux dire, je n'ai pas encore rencontré d'extraterrestres, mais ça ne saurait tarder. Ah, mais des chiens, par contre. Je vis avec je les appelle mes contemporains, mais bon, c'est souvent mes contemporains. Mais je trouve que lorsque je me débarrasse de ce qu'on appelle l'ego, bon, etc., je peux parfaitement entendre toutes sortes de raisonnements absolument contradictoires avec ce que je pense. Mais au fond, ça m'amuse. Je vous dirais que les caractères les plus dingues que j'ai rencontrés, et j'en ai quand même rencontré beaucoup dans diverses circonstances, m'ont toujours semblé les plus intéressants. Ce qu'on appelle les vauriens, les vagabonds, ou même, je sais pas, les ivrognes, enfin bref, tous les êtres que j'ai pu rencontrer qui étaient, voilà, c'est tout. Je m'entends hyper bien avec eux, mais par contre, si on me fout en face de moi quelqu'un de normal, je suis très mal à l'aise et puis j'ai plus rien à dire, quoi. Voilà. Je suis d'accord à 100%. La normalité est d'un ennui. Voilà, oui, c'est ça. C'est même flagrant parce que, comme dit Alain, ceux qu'on appelle les marginaux, hein, moi, ça m'a toujours interpellé ce mot, les marginaux. Et en fait, les marginaux, ils nous empêchent, nous autres, de rester en marge de l'être, de l'existant, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et le plus important, c'est qu'ils sont. Et dès le moment où je prends conscience du fait qu'ils existent, dans leurs différences, la vie est plus belle, subitement. Alors, vous parlez de rencontres, là, justement, tous les deux, et dans vos deux derniers livres, les rencontres, elles sont essentielles. Hein. Est-ce que il y a une rencontre qui a changé votre vie ou qui vous a peut-être fait prendre la plume un jour en se disant, c'est le moment, j'y vais? Oui. Oui, c'était mon professeur d'histoire littéraire à l'université, un intellectuel, un clerc comme au Moyen-Âge, hein, exactement. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Hein, il a quitté ce monde il y a quelques années. Épris d'Italie, de Dante, de Nerval, de toute cette belle partie de notre littérature universelle. C'est un peu à cause de lui, pour lui, grâce à lui, qu'aujourd'hui je suis ce que je suis et que j'écris ce que j'écris. Je lui dois beaucoup. Et Amine, d'une certaine manière, hein, Madame Maillard, c'était aussi une manière pour moi d'être reconnaissante et de rendre une partie de ce qu'on m'a donné, une richesse inestimable. Et donc, oui, cette rencontre, elle a rythmé ma vie, comme tout le monde, hein, chacun, je pense, a eu cette chance d'avoir une rencontre. J'espère. Oui. Voilà. Bah, écoutez, Alain, pareil, une rencontre peut-être essentielle? Non, c'est pas une rencontre, ou alors il faudrait remplir un TGV. Non, c'est... Non, c'est pas possible. Voilà, pour moi, c'est comme un vitrail immense. Je vais pas les énumérer ici parce que sinon on serait là jusqu'à minuit. Et il y a encore des regards croisés dans une rue qui m'apportent tout autant que des gens avec que je fréquente depuis 5 ans. Donc, si vous voulez, je crois être attentif à l'autre, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il me fait découvrir un paysage, une géographie que jamais je n'aurais imaginé. Je vois des gens qui font le tour du monde 100 fois. Il suffirait qu'ils regardent à côté d'eux. Je veux dire, il y a peut-être quelqu'un qui a en lui tous les paysages qu'il a traversés. Cet abruti, j'ai envie de rajouter, avec plein de photos qui nous ennuient. Alors qu'à côté de lui, il y a peut-être quelqu'un qui effectivement est à la fois le volcan, la montagne, la plaine, la steppe et tout ce qu'on peut imaginer, la rivière.
les pâquerettes, les aubépines. Bon, j'en passe parce que sinon, ça va durer longtemps. C'est vrai, moi d'ailleurs, quand je suis en vacances, ce que je préfère faire, c'est me lever très tôt, aller au café du coin, prendre le petit déjeuner avec les locaux. Et là, il n'y a juste rien à ajouter, il y a juste à regarder, à écouter. Et je trouve que c'est Bien sûr, une bien sûr. ouverture sur le monde Vous avez de extraordinaire. la chance, vous avez un café à côté, donc. Enfin, j'ai un café quand je vais en vacances, quand je vais chez vous, Ah, dans le d'accord. sud, Oui, oui, d'accord. quand je vais dans le sud, ma région préférée. Mona, vous dites que les mots sont citoyens. Je trouve que ça résonne pas mal en ce moment, cette notion de citoyenneté. L'un comme l'autre, vous trouvez qu'elle est mise à mal un peu, cette citoyenneté en 2020-2021, dans le monde et en France? Je dis en Euh, 2021, en 2022 d'ailleurs. Les années elle est se mise à suivent et se mal, ressemblent. elle est mise à mal depuis quelques années déjà. Euh, on a perdu, je crois qu'on vit aujourd'hui ce qu'il y a de plus terrible, c'est un vide. On est dans une société de consommation, de l'instantané, du tout de suite, plus vite. Euh, on passe à côté de l'essentiel de l'humain et le paysage autour de nous se vide. Il se vide de personnes. Il se vide d'être, de présence réelle. Parce qu'au fond, c'est quoi être citoyen? C'est quoi les histoires de nationalité, c'est partager des valeurs communes. Et les valeurs communes, ce sont les valeurs de l'humanité. Donc, je pense que partout dans le monde, hein, on traverse, on regarde aux États-Unis, hein, l'émergence de nouvelles têtes politiques, hein, pour ne pas dire des cauchemars parfois. Il y a un vide de la pensée, il y a un vide au niveau des valeurs. C'est comme si cette globalisation avait tout englobé et absorbé l'individu. Donc, qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui? C'est partager des valeurs humaines. Je pense que c'est le plus important. D'ailleurs, votre citoyen à vous, Mona, c'est un citoyen du monde, hors des frontières. C'est peut-être aussi parce que vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous avez vécu au Liban, vous avez des racines Je diverses. suis de partout et de nulle part, moi. Vous êtes une citoyenne du monde avant Tout tout. à fait, tout à fait. Et, euh, je pense que la notion de respect de soi, de respect d'autrui, dans toutes ces différences, et le respect d'autrui en tant qu'individu, c'est la plus grande valeur. C'est ça, être citoyen. Et c'est partagé. Alain, Oui, un mot sur cette citoyenneté perdue ou oui, pas? citoyenneté, moi, c'est un mot que j'emploie pas, hein. Ah, Je dois être très, très mauvais citoyen. Je ne sais pas comment. J'aurais du mal, d'ailleurs, à trouver un mot qui correspondrait à ce que vous êtes en train de dire. Euh, Non, je vous dirais qu'à partir du moment où les sociétés ont existé, l'homme a déjà été mis à mal. Donc, ce n'est pas nouveau. Moi, je ne suis pas désespéré. J'ai absolument aucun regret du haut de mes 375 ans. Donc, j'en ai vu d'autres. Non, mais bon, ça m'amuse. Mais j'aime beaucoup les films sur les Highlanders. Si vous voulez, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que je me demande toujours, au fond, y a-t-il une époque dans laquelle j'aurais souhaité vivre plutôt qu'une autre? Non, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Je crois qu'il y a toujours eu une masse d'individus, et plus ils se regroupent et plus ils forment ce qu'on appelle des métropoles, si vous voulez, plus effectivement c'est difficile, hein. Plus c'est compliqué. C'est parce que c'est violent, parce que chacun a besoin de bouffer. Enfin bref, on comprend tout ça. Euh, bon, et là, je ne peux revenir qu'à ce que je vous disais au début. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que certaines idées voyagent, que certains concepts arrivent à éclore dans des cœurs qui ne demandent qu'à être ouverts, en définitive, parce que je crains que on ne puisse pas condamner l'un ou l'autre, et véritablement, c'est un manque d'ouverture, tout bêtement, mais c'est vieux comme le monde. Je relis souvent, et Platon, Socrate, enfin bref, nos anciens, ils s'en plaignaient déjà d'une certaine C'est vrai. manière. La preuve, ils écrivaient eux-mêmes, ils parlaient d'utopie, mais enfin, ils avaient bien conscience que c'était des utopies. Bon, on vit avec les hommes, avec les humains, nous en sommes, en partie. À nous comment dire, de bonifier tout ça à notre niveau, à notre tout petit niveau, je dirais, hein.
Hein, je répète ma phrase, sauve un seul être dans ta vie, tu auras sauvé ta vie. Occupe-toi de celui qui est à côté de toi, tu le croises avec mépris quelquefois, tu ne le vois même pas. On dit Ouvre les d'ailleurs que yeux. celui qui sauve un individu sauve l'humanité, et c'est peut-être aussi vrai. C'est un peu l'idée. Ouais. Alors, j'avais plein d'autres questions, mais on est très en retard, mais je voudrais quand même faire le petit, mon petit questionnaire de Proust que j'aime bien assez rapidement avec l'un et l'autre. Le livre du moment, qu'est-ce que vous lisez là tout de suite? Moi, j'en lis trop, donc je ne peux pas vous dire. D'accord. Mona, qu'est-ce que vous lisez? Je relis L'été de Camus. Ah ben voilà, Camus. Un Alors, lieu? oui, tiens, je relis La philosophie éternelle, vous voyez, d'Aldous Huxley. Ok. Hein, et les poètes américains, enfin les grands poètes américains que j'aime beaucoup, justement. Petit clin d'œil, donc, pour chez vous. Exactement. Un lieu qui vous parle à tous les deux, un lieu où vous prenez une grande respiration qui vous fait du bien. Aurélia de Nerval. Un lieu ou... Non, un lieu. Un lieu. Ah, un lieu. J'ai quitté la littérature. La mer. La mer. Ailleurs. Ailleurs et partout. Alors, si vous n'habitiez pas ou vous habitiez une ville qui est importante pour vous, vous pourriez poser vos valises. Oh, c'est un peu bébête, mais je vais vous répondre Venise. Je suis vénitien, donc ça me manque beaucoup. Et moi, je répondrais Rome. On ne serait pas loin. On serait voisins. Oui. Un livre que vous n'avez pas écrit, un thème que vous n'avez pas encore exploré, qui vous chatouille. Le puissant fond de ma propre bêtise. Mon Dieu, quel programme! Ça fera 600 pages, je vous préviens. Mona, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore exploré, mais que vous avez envie de faire, à part le livre noir que vous êtes en train d'écrire? Sur mon père, un roman sur mon père. Un mot que vous détestez tous les deux. Alors, citoyenneté, ça ne vous plaît pas trop. Alain, est-ce qu'il y a un mot pire que ça encore? Non, là, franchement, je cale. Ah, mais non, je ne pratique pas les mots que je n'aime pas, donc je ne sais pas. Violence. Violence, oui. Ça vous correspond bien, Mona. Quand vous n'écrivez pas, vous faites quoi? Alors, Mona, vous faites de la voile, je crois savoir. J'écris dans ma tête. Sur l'eau? Oui, je comprends. Moi, je parle dans ma tête. J'ai pas osé. D'ailleurs, je me précipite pour revenir à la maison pour noter, parce que comme un crétin, j'ai oublié mon carnet. Donc, pareil. C'est rigolo, ça. Et on me klaxonne au feu rouge parce que je bloque la circulation, parce que je sors mon petit bloc-notes. Ça peut devenir obsessionnel, c'est assez... Pour l'entourage, c'est un peu pénible, paraît-il. Hein. Oui, je confirme. Ouais. Alors, une question que vous allez détester, surtout vous, Alain, un engagement pour 2022. Un engagement? Écoutez, définitivement me désengager. Moi, voilà, j'étais sûre. Voilà. Mona, est-ce qu'il y a une bonne résolution que vous avez envie de mettre en place? Je déteste ça, moi aussi, les bonnes résolutions de début d'année, mais bon, ça ouvre parfois à ne pas avoir de résolution. Exactement. Alors, je vais terminer avec un message pour les candidats à la présidentielle. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces messieurs et dames qui se disputent nos voix? Moi, je ne parle pas aux politiques, excusez-moi. Mona, j'imagine un peu plus. Non, je n'ai plus d'espoir. Je ne dirai rien. Alors, le rien absolu. Alors, avant de se quitter, on a eu beaucoup de petits messages que je vais vous lire assez rapidement. Il y a Dominique Guédin qui nous dit « Bonsoir de Marseille ». Il y a François Morin qui dit « Plein de pensées au fil des mots et des bonheurs des phrases enchevêtrées ». David Gaulle qui vous salue tous les deux. Dominique Nizar qui vous salue. Plein de gens qui vous regardent et qui l'ont mis. Plein d'auteurs de la plateforme aussi qui sont là. C'est très sympa. Voilà, on a François Morin qui dit « La trace fait empreinte commune à nos passages sans griffure, aucune, mais avec une belle senteur rare ». Voilà, un message. Voilà, Ève Biccherini, Alain Cadéo, toujours le même. Et puis voilà, plein de petits bonsoirs vraiment sympas. Philippe Huchet qui parle d'un livre plein d'espoir. Voilà, Alain Cadéo, simple et poète à la fois. Ce n'est pas un tour de force, c'est naturel chez Alain.
l'ami, l'écrivain, le poète, et c'est signé Ève. Philippe dit bravo aux enseignants. Et puis David Gaulle, n'oubliez pas d'intégrer dans votre catalogue Maya Kumbra, L'être en vie. Ça, je vais voir ça avec Florence et Jean-Philippe. Voilà. Et puis Philippe Salicia qui dit que c'est la perte du citoyen plus que de la citoyenneté. Comme dit, il n'y a plus de consommateurs, il n'y a que des citoyens. Et puis voilà, plein d'autres messages. Alain, je t'écouterai parler des heures. Enfin voilà, beaucoup de monde pour nous regarder ce soir. On a largement dépassé, mais c'est pas grave, c'était que du bonheur. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux. Merci d'avoir été là. Merci à vous, Sandrine. Bonsoir à toi, Mona. Bonsoir Alain. Bonsoir à très bientôt, j'espère. Alors, cette émission sera disponible à partir de demain sur la chaîne YouTube. Voilà, ad vitam aeternam, pour qu'on réécoute vos mots à tous les deux, avec bonheur, avec passion. Puis, je vais juste représenter quand même très rapidement les livres. Donc, le dernier d'Alain, c'est Confession. Voilà, Confession ou les spams d'une âme en peine. Mona, c'est Amine, qui sort demain, chouette. Et puis Alain, aux États-Unis, on peut avoir Comme un enfant qui joue tout seul, mais on va faire en sorte d'avoir encore les autres livres de la trace. Et puis Ulysse a dit, voilà, des très beaux livres qui a bouleversé aussi pas mal de monde parmi les lecteurs. Et puis dans le silence des mouches chuchotées, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on en parlera peut-être lors d'une autre émission. Il y a beaucoup de choses à dire, on a dépassé notre heure. C'était passionnant. Merci à vous. Merci Sandrine. Merci à vous qui nous avez regardés. Merci pour vos petits mots. Merci d'avoir été là. Et puis on se retrouve dans 15 jours avec une autre émission. Et puis la semaine prochaine, pour ceux qui nous suivent, le Café littéraire international avec lecteurs et auteurs du monde entier pour parler de nos derniers coups de cœur. Je vous ai tout dit. Merci. Bonne soirée en France. Bon Nous attaquons l'après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.